suis rentrée chez moi, j'ai pris une feuille de papier et j'ai dit si j'avais aucun frein financier, émotionnel, si j'avais aucune peur, si je pensais vraiment que tout était possible, quelle serait ma vie idéale? Et je l'avais mis sur un bout de papier. Et ce qui était vraiment troublant dans les premières années à New York, c'est que tout se réalisait, mais en même temps, ça avait un prix démesuré. Ça avait un prix d'emmener mon compagnon de vie dans des zones de désespoir que moi-même, j'avais pas envie de vivre. T'as encore moins envie d'emmener ton conjoint dedans. De te retrouver en précarité alors que c'est ton propre choix. Tu dis, mais tu peux pas vraiment... Pourquoi je fais ça? Mais oui. Ouais. Et puis surtout, tu peux pas forcément partager ça parce que les gens te disent à raison, t'es pas une victime, c'est toi qui as voulu faire ça. Je voudrais juste partager mon histoire parce que pendant très longtemps, tu vois, à 20 ans, 30 ans, même des débuts de la quarantaine, je me disais, mais en fait, ma vie va jamais commencer. Et là, je te parle à 46 ans, c'est pas une histoire comme mon album est sorti, c'est pas une histoire que je vais peut-être recevoir. J'espère que je vais le recevoir parce que là, mais on croise les doigts. Je suis tellement, je vais le recevoir. Bon, je suis nommée au moins. Mais c'est pas le fait que je joue à Birdland, c'est pas le fait que je recommence à être actrice et que j'ai un tiers du pied dans l'union, que je commence à faire des workshops et qui commence à bien marcher en entreprise. Et c'est vraiment pas ça. Ça, c'est du superficiel. C'est qu'en fait, je pense que j'avais tout ce trajet-là. Tout était nécessaire et avec toutes les petites pièces du puzzle. Et tout ce que j'aimerais, c'est que ce genre de parcours, il inspire d'autres personnes à être patients. Parce que oui, les succès tardifs arrivent et ils sont pas tardifs, ils sont pas si tardifs que ça. C'est parfois ça s'aligne, parfois ça fait du sens, parfois le puzzle, tu arrives enfin à voir l'image complète parce que tu avais besoin de toutes ces petites pièces-là. Et notre société, elle nous pousse à nous sentir coupables ou en tout cas en échec si on n'a pas ça à 25, à 30 ou même à 35, et surtout pour les femmes, parce que c'est tellement en lien avec la fertilité, le fait d'être maman, le fait de créer. Enfin, je trouve en tout cas que les femmes sont en train de se sortir de cette injonction de créer avant un certain âge, tu vois. Platon a dit « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ». Margot Sergent, la French Expat de la semaine, est une virtuose française du jazz, harpiste, et elle incarne cette citation à travers chaque note qu'elle joue. Dès l'âge de 5 ans, elle plonge dans le monde de la musique et des conservatoires et devient assez rapidement une habituée des clubs de jazz parisiens. Elle collabore avec des artistes comme la chanteuse Nolwenn Leroy, qu'elle accompagne en tant que harpiste, et décide de partir parfaire ses compétences au très prestigieux Berklee College of Music à Boston. Une reprise d'études sur les chapeaux de roue, suivie d'un visa O1 obtenu pour talent exceptionnel, Margot s'installe finalement à New York. Et si la ville lui offre alors beaucoup d'opportunités professionnelles, cela vient également avec son lot de défis. Difficultés financières, problèmes de santé et complexité administrative rythment le quotidien de la jeune Française. Mais malgré tout, Margot persévère et trouve refuge et motivation dans sa musique. Aujourd'hui, Margot brille sur scène et partage son expertise en tant qu'artiste et coach en prise de parole. Son parcours inspire ceux qui la rencontrent et vous allez le voir, certainement vous aussi. L'histoire de Margot Sergent démontre en fait que la vie, comme le jazz, c'est une improvisation constante. Et son histoire n'est pas seulement celle d'une musicienne, c'est aussi l'histoire d'une femme qui redéfinit les limites de l'épanouissement professionnel après 40 ans. Et elle nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, je vous invite à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez hop, c'est parti, next stop New York. It's drama, right? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Tout ça m'est bien égal. Non. Salut tout le monde, c'est Margot. Voilà, je suis à New York, Brooklyn en particulier. Et je suis à la fois musicienne, actrice et coach pour les personnes qui prennent la parole en public, en entreprise. Génial, et bienvenue Margot dans French Expat et merci beaucoup pour cette petite présentation. Ça nous donne une idée de thème que l'on va aborder. Ça fait un petit moment que tu es basée aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Je crois que ça fait un peu plus de 10 ans, c'est ça Voilà. Alors par contre, si tu fais oui de la tête, ça marche pas dans le podcast parce que... Ok, bon, je m'excuse d'abord pour... mais non, t'inquiète pas, ça me fait rire. Pour le montage. Ça permet comme ça, voilà, de se détendre. Oui. Mais donc, elle a dit oui, voilà, sachez-le. Elle ressemblait à quoi ta vie avant les États-Unis puisque finalement, ça a une grosse influence sur le reste de ta vie à New York. Tu viens de quel coin en France ? Est-ce que tu peux me parler un petit peu, je sais pas, de ton enfance et de ta vie avant de quitter la France ? Alors, je suis née à Paris dans le 19e, mais j'ai grandi en province, à Châteauroux. Et étant une petite fille super active, ma mère s'est réjouie à l'annonce de l'ouverture d'un conservatoire de musique. Parce que j'étais une petite fille qui naturellement courait partout, dansait pour un rien, chantait à tue-tête, prenait les feuilles de rhubarbe qu'elle coupait dans le jardin pour en faire des costumes de scène. Alors je devenais Madame Rhubarbe et donc je faisais de la poésie. Ah oui. Puis il y avait aussi un vieux téléphone tout cassé et je savais pas encore bien prononcer certaines syllabes que j'ai inventé des mini-sketchs avec ma tante Birgit parce que je savais pas dire Brigitte correctement. Ah, c'est trop chou. Et il y a encore des photos si tu veux où tu me vois crier avec le combiné du téléphone. C'est donc apparemment voilà, j'avais pas mal d'énergie quand j'étais petite et ça l'a bien soulagée parce qu'elle était à temps plein, médecin à temps plein et puis elle avait 3 enfants et puis la dernière je pense pas. C'était toi la petite dernière. Ouais, c'était moi la petite dernière. Je pense pas qu'elle ait eu vraiment conscience que j'avais un sens artistique. C'était simplement que elle pensait. Il faut t'occuper. Voilà, il fallait m'occuper et que le conservatoire et la danse c'était certainement les meilleures activités pour canaliser toute cette énergie-là. Margaret, 5 mois et demi de mémoire, toute seule, et très en mesure, et disons-le, très juste. Alors, mes compliments, bravo, une fois d'ailleurs, tu vas voir, vous voulez me donner la note de Margaret ? Voilà, j'étais sûr que ça ferait 40, bravo, on l'applaudit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu une éducation très classique, presque un peu bourgeoise, on va dire, sans le vouloir, parce que ma mère l'était pas. En fait, elle a épousé une personne de la bourgeoisie, mais elle venait pas du tout de ce milieu-là. Elle venait plutôt du milieu militaire. En tout cas, pour elle, c'était son idéal d'éducation. Donc, moi, j'étais une petite fille modèle avec des longs cheveux blonds, bouclés. Et donc, elle m'a mis au piano, à la harpe. J'avais aussi envie de faire de la flûte, mais le prof de flûte... Ah oui, la totale. Ouais, mais le prof de flûte m'avait venu en disant « Mais vous venez d'où exactement, là ?» Ah ben oui, mais on vient juste de faire le test en classe de piano, en classe de harpe. Et la prof de flûte a dit « Oui, on va peut-être s'arrêter là, on va peut-être commencer avec 2 instruments, puis on va bien voir. » mais bon, je te passe les détails, mais en tout cas, j'étais 5 fois par semaine au conservatoire. Et puis, et là, tu t'es découvert une passion ? Oui et non. En fait, ce qui se passait, c'était que c'est là où il y avait le maximum de joie dans mon enfance, tout simplement. Et c'est là où j'ai compris, c'est là où j'ai fait des amitiés aussi. C'était des gens que je voyais d'année en année. Je passais des examens. Ça se passait bien, c'était pas exceptionnel, mais je passais d'un cran à l'autre. Et comme j'avais commencé très jeune, en fait, j'ai terminé très jeune mon circuit. Il y a eu un épisode familial assez douloureux. Ma mère est décédée quand j'avais 15 ans. Ça a fait exploser la famille. Et moi, c'est tombé dans l'adolescence. J'avais terminé mes études classiques et je me suis pris une passion pour le hard rock.
Voilà. Et j'ai arrêté la musique. A priori, rien à voir avec la harpe. Eh ben justement, Et l'histoire contredira cette idée. Mais alors, en tout cas, ce qui s'est passé, il y a eu la crise d'adolescence, il y a eu une famille qui a explosé. Et malgré tout, dans la famille de mon père, alors le circuit classique des études, etc., il fallait quand même que j'ai une éducation pour devenir une bonne femme au foyer. C'est pas du tout mon truc, mais bon, je te dis, c'est un petit peu ce qui se passait dans l'état d'esprit de mon père. Donc du coup, j'ai commencé l'architecture. Mais il y avait des potes justement de Châteauroux qui étaient montés à Paris et qui avaient besoin d'une harpiste pour un groupe de musique de chambre. Et j'ai rebranché plus parce que j'aimais bien mes potes et parce que... Pour leur rendre service, quoi. Oui, parce que c'était l'occasion de passer un moment ensemble. Et encore une fois, les moments les plus joyeux que j'avais dans mon enfance, c'était vraiment ces moments de communauté, de cette famille musicale que je m'étais créée, tu vois, à travers le temps. Et donc du coup, voilà, j'arrive à des répétitions, c'est de la musique contemporaine, ça s'appelle les folk songs de Berriot, et puis il y a une participante, il y a une chanteuse, et elle commence à chanter, etc. Et là, j'ai les larmes qui montent, je me sens émue, quoi, vraiment bouleversée. Et je pense que il y a eu un moment où tout d'un coup, je me suis un peu posée, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait de la musique toute ma vie, ma jeune vie, mais j'ai jamais vraiment choisi de la faire. Parce que c'était une suite logique. Et là, si je devais recommencer la musique, c'est certainement par la voix que je le ferais. Donc ça, c'était déjà une prise de conscience assez intéressante. Épiphanie, quoi. Voilà, ouais. Exactement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai négocié avec mon père, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien reprendre la musique. Dans la famille, l'idée T'as quel âge à ce moment-là ? 20... Non, un peu plus quand même. Ouais, non. Ouais, 19-20, je pense. D'accord. Et donc, du coup, je pense que... j'avais pas vraiment prévu ça, mais dans ma tête, je voulais essayer de faire de la musique à temps plein. Et j'ai négocié avec mon père en me disant, voilà, si j'arrive à en faire un métier, à ce moment-là, je retournerai pas à l'architecture, mais donne-moi au moins 1 an pour essayer. Et la vie a fait que cette année sabbatique, elle s'est multipliée, doublée, triplée, quadruplée, et que je suis encore dans cette année sabbatique, en quelque sorte. Bon, bref, ça c'est... T'as quel âge aujourd'hui ? Stop secret. J'ai un peu plus que 21 ans. Non, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai 46 ans aujourd'hui. Tout ça pour dire que, voilà, il y a eu effectivement, comme tu dis, des épiphanies, mais ce désir d'être artiste, il est venu vraiment très, très tard. Et à un moment où tenter les concours supérieurs à Lyon, à Paris, ça devenait difficile parce que par rapport aux limites d'âge, en fait, j'étais plus du tout dans le jeu, quoi. Mais malgré tout, je voulais quand même faire de la musique à temps plein, donc j'ai continué, toujours dans le circuit classique. J'ai passé les concours d'enseignement, je suis devenue professeure dans les conservatoires, donc j'étais professeure titulaire à Rambouillet, près de Versailles. En harpe classique, tout ça c'est très très classique. Je commençais à chanter un petit peu de mon côté, mais je voyais pas une carrière professionnelle là-dessus. Et puis un beau jour, je suis en lien avec une chanteuse brésilienne qui s'appelle Monica Passos, qui est quelqu'un d'absolument charmant et fantastique dans le sens premier du terme, fantaisiste et fantastique. Et avec son accent très chaleureux du Brésil, me dit oh Margot, avec tes grands cheveux longs, comme ça on dirait une princesse. Dans mon groupe de musique, je voudrais une harpe classique. Et je voyais bien que son directeur musical, si tu veux, la regardait avec des yeux très très ronds en disant mais qu'est-ce que tu demandes exactement? Parce que si tu veux, Anne-Fleur, en fait, la formation des classiques, la formation des jazzeux ou des improvisateurs, elle est très différente. C'est effectivement toujours le même langage, c'est de la musique, mais on l'approche pas du tout de la même manière. Et moi, j'étais habituée à régurgiter des notes qui étaient écrites devant moi. J'avais jamais eu l'habitude, en fait, d'analyser ce que j'étais en train de faire d'une part, et surtout d'interpréter vraiment. Oui, et donc du coup d'interpréter techniquement en fait, c'est-à-dire de partir d'une base d'information très petite et de développer ça. J'avais jamais fait ça. Le directeur musical s'en est bien aperçu. Donc lui, il a vraiment eu des sueurs froides et il m'a dit écoute, faut quand même
voilà, que tu te formes, tu commences à t'intéresser à ça, parce que Ouais. nous, on va être principalement dans l'improvisation. Et donc tout ça, c'est à Paris encore. Tout ça, c'est à Rambouillet, ouais, exactement. Rambouillet et à Paris, et Monica m'invite à jouer au New Morning, qui est une des salles de jazz les plus célèbres, à Paris, je crois 10 jours plus tard, quelque chose comme ça. Enfin, c'était surréel. Donc, le directeur musical, Jean-Philippe Crespin, m'aide énormément et crée quelques arrangements pour moi, mais la petite graine de l'improvisation, elle a été plantée à ce moment-là. Ensuite, Frédéric Renaudin, qui est le directeur musical de Noël Leroy, passe dans un sombre studio, quelque part dans la banlieue parisienne, et voit une affiche du concert de Monica Passos avec ma petite tête, la harpe sous des projecteurs, et il se dit, ah bah tiens, mais en fait, c'est pas forcément une harpe classique, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il est un petit peu intrigué, quoi. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, comme quoi j'ai quand même pas mal de bol, Nolwenn Leroy recherchait une harpe classique, encore une fois, pour sa tournée de Chez Chéricat et moi, c'est-à-dire l'album le plus indépendant qu'elle ait fait, en fait le plus underground qu'elle ait fait, le plus acoustique, avant Bretonne, qui a eu un succès d'estime très modéré, et pourtant je pense que c'est, en tout cas à mon goût, celui qui était le plus créatif. Et elle a été très audacieuse là-dessus, parce qu'elle voulait vraiment avoir un groupe centré autour de la harpe. Il y avait des arrangements à faire. Frédéric Renaudin a été absolument adorable en m'invitant à faire les arrangements moi-même, et donc à devenir et faire des petits interludes musicaux. Donc je suis devenue compositeur SACEM à cette occasion. Donc voilà, il y a eu des portes, si tu veux, qui se sont ouvertes. Le temps passe, on fait la tournée, et puis je me rapproche du bassiste Laurent Coquelaire, qui est un grand pédagogue, et qui a des petites idées comme ça. En fait, c'est, pour moi, dans Astérix et Obélix, c'est un peu le druide, tu sais. D'accord. L'homme qui a Le sage. Le sage, exactement. Et dans le groupe de Nolwenn, comme dans le groupe de Monica Passos, on me demandait de faire des voix de choriste, d'être choriste, de faire la double voix, pour les doubles voix, et d'arranger, et de faire des petites compositions, etc. Et Laurent me dit, dis-moi, raconte-moi un peu ce que tu fais. Je dis, bah écoute, idéalement, je m'intéresserais à l'écriture de chansons, mais j'ai vraiment pas le talent pour ça. T'avais déjà essayé, ou avant de dire que t'avais pas le talent pour ça, ou... Oui, j'avais déjà essayé, mais bon, je peux... Ah, d'accord. Mais si tu veux, comme moi, je commençais à me nourrir des Brel, je commençais à me nourrir de Freddie Mercury, de grandes chansons, de grandes compositions, des arrangements très riches comme ça. Je me disais, mais moi, je suis à 46 milliards d'univers de tout ça, tu vois. Donc, ça me semblait très, très loin. Mais en tout cas, Laurent me laisser de la place de m'exprimer, en tout cas, et d'exprimer mes désirs, mes idéaux. C'était, voilà, pour moi, un des genres de communication suprême. Pour moi, c'est la chanson, parce que une chanson, ça déplace des foules. Une chanson, c'est plus fort qu'un discours politique. Pour moi, la chanson, c'était l'art ultime, quoi. Ça fédère, quoi. Ben, complètement. Ouais. Ça mobilise et ça connecte les gens. Ça connecte des gens qui sont parfaitement étrangers les uns aux autres sur des émotions très, très intimes, tu vois, bon. Donc, du coup, voilà, comme tu dis, ça fédère. On discute avec Laurent, etc. Et là, il sort, comme le druide d'Astérix et Obélix, tu devrais étudier le jazz et te lancer en tant qu'artiste autonome, c'est-à-dire sous ton nom, et créer ton propre groupe et faire ton chemin, quoi. Bon, et écoute, ça aurait pu m'effrayer, cette idée-là, mais sauf que je suis rentrée chez moi le soir et j'ai tapé sur l'ordinateur comment écrire les chansons, etc. Puis j'ai vu improvisation, jazz, etc. Ouais. Lui avait fait l'école à Boston, Berklee College of Music, qui est une grande école de musique. Voilà, je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que pendant des années, elle a été même au rang numéro 1, tu vois. Bon. En tout cas, il avait fait Berklee. Et moi, j'avais 36 ans à l'époque, et je me suis dit, tu sais, la vie passe. En plus, quand tu perds ta mère quand t'as 15 ans, t'as la notion du temps qui est très perturbée. T'as toujours... c'est pas que tu vis tout le temps dans l'idée de la mort, mais... Quand tu perds un proche comme ça en un claquement de doigts, c'était un arrêt cardiaque en plus, je pense que tu as un sens
du fait qu'on est extrêmement fragile et que tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre en quelque sorte. Donc du coup, voilà, j'étais à Paris, j'avais pas d'enfant, j'étais pas engagée dans une relation. J'avais mis un peu d'argent de côté avec la tournée de Nolwenn, parce que malgré tout, pour une musicienne, j'étais payée très confortablement. Et je tape meilleure école de jazz au monde, tant qu'à faire. Pas pour le prestige, mais pour me dire, si je commence aussi tard que ça, je veux pas faire une première école, puis une deuxième école, puis une troisième. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire ça, tu vois. Donc du coup, je téléphone à Berkeley, en Californie. Ils me reçoivent en disant « Mademoiselle, vous êtes la millionième personne qui appelle et qui se plante entre Berkeley, l'école de loi... » Ah, c'est en Californie et c'est la Boston. Exactement. Il y a Berkeley et Berkeley. Berkeley, exactement. Et donc du coup, j'admire beaucoup son calme, sa patience. Je raccroche, je rappelle à Berkeley, cette fois-ci à Boston. La personne en face de moi ne comprend pas mon anglais. Maintenant, je comprends pourquoi, mais à l'époque, je me suis dit, je comprends pas, mais j'ai appris la Mais langue le téléphone, à c'est l'école, le pire des tests. C'est le pire des tests quand, parce que t'as aucun support visuel pour essayer de te faire comprendre, pour voir la réaction des gens. C'est très, très dur. Ouais. Et puis surtout, j'étais pas du tout, consciente de mon niveau d'anglais. Moi, j'étais persuadée. Ouais. Je pense, comme beaucoup de Français qui étudient l'anglais en France, que ça va passer. Que voilà, s'ils étaient parmi les premiers en classe d'anglais, mais forcément, ils vont se faire comprendre. Mais non, pas du tout. Donc du coup, voilà, au téléphone, ça se passe quand même pas mal. Je fais des équivalences au niveau des crédits que j'avais déjà fait en France, blablabla. Je le passe. Et donc du coup, en septembre 2013, après avoir passé l'audition. L'audition, je l'avais passée au Studio Bleu à Paris, justement près du Morning, parce qu'ils avaient envoyé des équipes de pédagogues pour voir un petit peu les candidats. Et moi, j'y étais allée, comme j'avais pas encore vraiment fait de jazz, j'avais pris quelques leçons comme ça, de ci, de là, pendant 6 mois, mais ça me semblait pas assez solide, tu vois, pour passer l'audition. Ouais. J'y étais allée en me disant, j'y vais, je vois un petit peu ce qu'on me demande, comme ça, j'aurai 1 an pour me préparer. Ouais. 1 an pour être quand même meilleure en anglais parce que je sentais quand même le truc, que j'étais quand même pas si vaillante que ça, tu vois. Et puis ils me disent voilà, vous avez passé l'examen, on se donne rendez-vous en septembre. Ouais, comme tu dis, no way. Et donc du coup, donc vraiment pas préparée musicalement à tout point de vue, tu vois, j'avais pas. Quand même dans ta vie, quoi. Ouais. Oui. Et puis j'avais pas un membre de ma famille. Qui avait fait ce trajet-là pour m'aiguiller, pour me préparer au choc culturel, dont le choc financier, on va en parler celui-là. Bref, et puis donc j'arrive... Par rapport quoi, au coût des études ? Ou au fait que justement t'étudies tout le temps, donc tu peux pas non plus avoir un boulot à côté ? Et bien c'est surtout que le visa F1 te permet pas de travailler pendant ce temps-là. Et ça, je savais pas. Ah oui, c'est vrai. Oups. Ouais. Non, mais ça dépend t'as toujours des petites combines, mais effectivement, c'est pas direct. Oui, et c'est très limité, c'est sur le campus et c'est à un certain niveau, et en tout cas, c'est pas un niveau qui te permet d'être... Tu gagnes pas grand-chose, c'est ça. C'est genre la cafétéria ou un truc comme ça. Voilà, et encore une fois, moi, je suis pas arrivée à 20 ans, je suis arrivée à 36, où j'avais mon autonomie, je louais mon appartement à Paris. Donc, retour en arrière, quand même, d'une certaine manière. Exactement. Ouais. Et aussi, si tu veux, j'avais eu un début de... Notoriété, c'est peut-être un gros mot, mais... J'avais une certaine assise dans le boulot à Paris parce que j'étais devenue la harpiste de Nolwenn Leroy. Et malgré tout, cette exposition-là, je peux vraiment le dire parce que je trouve ça absolument magnifique à vivre et en même temps très injuste. J'étais la même personne la semaine avant d'être engagée dans le groupe de Nolwenn Leroy et une semaine après avoir été engagée dans le groupe de Nolwenn Leroy. Et je peux dire que ça m'a donné énormément de passe-droits et de portes ouvertes et d'opportunités et de privilèges. J'étais la même personne, je joue exactement de la même manière. Donc oui, il y a quand même des castes, je tiens à le dire, dans tous les boulots, j'imagine aussi, où quand tu rentres dans certains cercles, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple. À mérite égal, tu vois. En même temps, tu vas pas cracher, enfin, tu l'as pas volé, cette réputation. Non, mais ce que je dis, c'est que il y a vraiment l'étiquette, quoi. Parce que le boulot que je faisais peut-être avec Monica Passo, c'était peut-être plus compliqué musicalement que ce que je faisais avec Nolwenn Leroy. Mais comme il y avait une exposition telle, il y avait t'es pignon sur rue, quoi. Mais voilà, c'est exactement.
Mais donc, du coup, par rapport à ce que tu dis, la réflexion que tu fais en disant c'est un peu une rétrogradation, tu m'étonnes, c'est une rétrogradation parce que j'arrive aux États-Unis, je pensais être relativement à l'aise en anglais, je m'aperçois que je suis vraiment pas à l'aise du tout et pas assez compétente. J'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à me faire comprendre. Je perds une forme d'autorité aussi. Parce que, littéralement, dans les premiers jours, je commençais à parler, les gens se détournaient. Mais carrément, ils me ghostaient. Oui, mais ça, on n'en parle pas assez, mais ça arrive vachement plus souvent qu'on le pense. Mais bien sûr. Ou les gens qui te font tu sais, genre, ça m'est encore arrivé ce matin, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis, je parlais à ma belle-mère, et puis voilà, comme ça, Puis je sais plus ce que j'essaie de lui faire une blague et tout, puis je sens qu'elle a envie, tu vois, de réagir, mais tu fais ok, non, elle a pas compris. Et c'est grosse frustration. C'est grosse frustration, et puis aussi la communication, elle est pas, je trouve, elle est pas à la même vitesse, elle est pas à la même séquence. C'est-à-dire qu'il y a pas cette patience-là, il y a pas ce côté direct avec des personnes françaises qui vont vraiment te dire, écoute, je comprends pas ce que tu dis. Les Américains vont te regarder avec un sourire, effectivement, vont prendre un peu de recul et vont passer à autre chose. Ouais. Tu vois, donc ça demande une patience aussi, et puis on a peur de vexer, en fonction des cultures et tout, c'est pas facile. Oui, mais je pense que les Français ont moins peur de vexer, ils vont plutôt mettre les pieds dans le plat en disant, mais attends, je comprends vraiment pas ce que tu dis. Alors que en tout cas, j'ai rencontré plus d'Américains qui préféraient plutôt que de me vexer ou de me blesser, plutôt laisser tomber, quoi. Ben voilà, c'est ça, ils sont tout passés à autre chose. Donc voilà, il y avait ça, et puis aussi, majoritairement, mais j'étais une musicienne, certes, accomplie dans le classique, mais quand je suis arrivée en jazz, je me suis retrouvée avec des gamins de 18 ans, 20 ans, qui avaient 10 ans de jazz derrière eux, tu vois, déjà d'expérience, et moi, je commençais, quoi. Voilà, je me prenais une claque dans la figure, ça a été assez violent, quoi. Mais l'envie et puis le son que j'avais dans ma tête c'était tellement fort. Il y avait une flamme en moi en fait qui m'a tenue debout, qui m'a fait passer à travers ces nuages, ces tempêtes, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est ces chocs presque émotionnels, quoi. Ces petits traumas de tu pensais avoir une certaine assise ou avoir un certain accomplissement dans ton pays d'origine, mais en fait, oublie tout, quoi. Tu repars vraiment à zéro. Et en même temps, c'était ok parce que je sentais que c'était une chance incroyable et que ça se représentera pas deux fois. Ouais, ça se représentera pas deux fois. Donc une leçon d'humilité d'une certaine manière. Mais une opportunité que tu saisis quand même à pleines dents. Parce que tu sens que c'est ta chance et c'est maintenant, quoi. Exactement. Et surtout, je la saisis à pleines dents parce que j'ai la naïveté de ne pas savoir ce par quoi je vais passer. Ce qui t'attend. Parce que là, ça fait 10 ans. Si j'avais su les obstacles que je devais dépasser, j'y serais jamais allée. Alors, aujourd'hui que j'ai enfin, on va dire, retrouvé un certain équilibre, une certaine stabilité, et que la vie que j'ai maintenant a beaucoup plus de... comment expliquer ? C'est pas plus de valeur, parce que la vie, elle a la valeur en soi. On se lève le matin, on respire. C'est ça, cette valeur-là qui est absolument infinie. Mais ce que je veux dire, c'est... Ma vie maintenant est encore plus épanouissante que celle que j'ai laissée en France. Mais il m'a fallu quasiment 10 ans pour retrouver un équilibre. Ouais. Et retrouver l'ancrage que j'avais en France. Et ça m'a pris 10 ans à peu près. Alors, je vous propose de faire le point parce que le parcours de Margot est plutôt dense. Elle a donc commencé la musique à l'âge de 5 ans. En grandissant, elle se découvre une passion pour le jazz, une passion dont elle va vous parler dans quelques secondes. Après avoir joué dans les clubs de jazz les plus connus et les plus réputés de la capitale française à Paris, après avoir rejoint 2 groupes, dont celui de Nolwenn Leroy, Margot décide donc de reprendre ses études avec l'objectif de créer son propre groupe. Ses études se passent donc à Boston, à la très connue Berklee College of Music, des études qu'elle entreprend donc à l'âge de 36 ans en 2013.
2 ans plus tard, Margot va obtenir un visa O1. C'est ce qu'on appelle les visas talents. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce visa, on a fait un épisode complètement dédié à ce visa avec Émeric il y a quelques semaines. Je vous laisse le chercher dans votre application de podcast. Et c'est une fois ce visa en poche que Margot s'installe à New York, après avoir rencontré les membres du So French Cabaret, ainsi que le label qui sponsorisera le groupe pendant plusieurs années à New York. Allez, on y retourne. C'est parti. Donc j'ai compris que tu as perdu ta maman très jeune. Ouais. Et tu m'as mentionné très rapidement ta tante. Je vois que tu me fais des yeux bizarres, mais... Non, pas du tout. Je t'ai parlé de mon oncle, qui était américain. Voilà, en fait, je voulais parler de ton oncle. Tu m'as dit que c'était ton papa de cœur et que il est parti assez jeune lui aussi, mais c'est lui qui t'a transmis cet amour du jazz. Ouais. Alors j'ai une formule que je prépare dans ma tête parce que je vais recevoir. Oh là là, mon Dieu, quel optimisme. Je vais participer à une soirée de. Dommage. Non. Je vais recevoir. Comment ça s'appelle? Un award. Un prix. Voilà. C'est la première fois. En fait, j'ai été nommée pour un prix pour la première fois de ma vie. Félicitations. Enfin, c'est quoi? C'est pas la première fois de ma vie, mais en tout cas, en tant que musicienne de jazz, pour mon album que j'ai sorti en décembre dernier, la 12 France, Sweet Friends, il a été labellisé, il a été signé par un label. Et là, la chose absolument incroyable, c'est qu'il a été nommé parmi les meilleurs albums 2024 pour le Manhattan Association of Cabaret. Génial, félicitations. Merci beaucoup. Ouais, c'est absolument énorme. Et donc, du coup, je prépare mon speech parce que si jamais je dois monter, j'ai 60 secondes pour expliquer. Et la meilleure manière de présenter ma vie en incluant mon oncle, c'est de dire que je pense à ma mère. Je remercie ma mère qui s'appelait Sergent, qui m'a introduit à la musique, dont je porte le nom en scène. Je pense à mon oncle Bernard Kapler, Bud, qui était américain, new-yorkais, qui m'a introduit au jazz. Et je dédierai ce prix, si jamais je le remporte, à la vie qui m'a introduit au cabaret, et au cabaret qui m'a aidé à faire sens, à comprendre cette vie qui a commencé d'une manière très chaotique. Ouais. C'est là, comme ça que je vais présenter la chose. Tout ça pour dire qu'effectivement, donc Bernard Kapler, un pilote de ligne américain, donc de la TWA, qui est passé à Air France à un moment, était d'un charisme absolu. Alors le mariage parfait entre Steve McQueen et Frank Sinatra. Je comprends pourquoi ma tante a craqué, mais bon, au-delà de l'apparence physique, c'était quelqu'un effectivement qui avait énormément de charisme, une chaleur, une générosité. Et puis tu sais, entre les êtres, c'est de la chimie. En fait, peut-être que j'étais la petite fille qu'il avait jamais eue, peut-être que il dégageait un masculin que moi je n'avais jamais connu non plus. Donc il y a une reconnaissance mutuelle. Même si lui ne parlait pas très bien français, moi à l'époque je parlais pas du tout anglais, donc ça a été plutôt un langage verbal, mais non verbal plutôt. Non verbal, oui, non verbal, je voulais dire, mais je pense que si j'ai eu en fait une image positive des hommes et de la paternité, c'est grâce à lui. Donc c'est pour ça je dis que pour moi c'était ma référence paternelle. Voilà, c'est ça, ma référence paternelle. Et il se trouve que quand on allait voir ma tante et mon oncle, il écoutait du Sinatra. Il écoutait du Ella Fitzgerald. Et je savais pas que c'était du jazz. Parce qu'à la maison, nous, on n'écoutait pas du tout du jazz, on écoutait du Marin Marais, on écoutait du Rameau, on écoutait de la musique classique, baroque. Parce que c'est pas tout d'écouter de la musique classique. Moi, j'adore la musique classique. J'ai vécu de la musique classique et j'ai des souvenirs d'orchestre extraordinaire, mais moi j'étais plus attirée par du Ravel, du Debussy, plus ce qu'on appelle les coloristes, c'est-à-dire des gens qui utilisent justement ces accords un peu jazz. Tout ce que je dis, c'est que le jazz a toujours plus ou moins été là, mais je savais pas qu'il faisait partie de ma vie et que c'était si important que ça. Et quand j'ai été mise en lien avec le jazz lui-même, et un certain type de jazz en plus, parce que c'est le swing qui m'intéresse, qui est un style très développé, encore très vivant à New York, parce qu'il y a une communauté très forte ici,
aussi en Nouvelle-Orléans, parce que souvent on fait la réflexion en disant mais pourquoi tu cites New York et pas New Orleans? Oui, effectivement, le berceau du jazz, c'est la New Orleans. Je ne mets pas du tout ça en doute. Je dis simplement qu'il y a une communauté swing qui est encore très très présente à New York. Et voilà, et depuis que j'ai rencontré le swing, oui, je sais que c'est mon style de musique. C'est vraiment l'équilibre parfait en une manière en fait d'appréhender la vie en légèreté. Le swing, c'est ça en fait. C'est plutôt que d'être dans une rythmique ancrée dans le sol, on est vraiment dans le côté sautillant, dans le côté enlevé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on danse, on ne marche pas. On ne court pas, on ne marche pas, on ne s'ancre pas, on sautille et on voit la vie avec légèreté. Et moi, je peux pas plus adhérer à ça. Et D'accord. En même temps, dans le swing, comme c'est la période en gros, parce que je veux pas qu'on m'attaque sur le manque de précision, je dis en gros, entre les années 20 et les années 40, pour le plus gros de la production de swing. C'est aussi une période qui m'intéresse parce que c'est une période pleine de grâce, d'élégance, de retenue, de sensibilité. On va parler d'amour, mais on va pas parler d'amour qui consume. On va parler d'amour qui s'espère, qui se laisse désirer, qui s'évoque. On est dans l'attente, dans l'imaginaire, dans la demande, dans une courtoisie, en fait, dans un esprit courtois, que je trouve irrésistible, quoi. Voilà. C'est une belle description très poétique. Alors, retour à New York, changement d'ambiance. Oui. Changement d'ambiance. Donc, du coup, t'es dans ces premiers instants qui je trouve pas le mot, ces premiers instants qui sont un petit peu difficiles, mais tu restes déterminé. Comment se passent du coup ces 10 années suivantes, puisque tu nous as quand même dit en quelques mots que aujourd'hui t'es bien, t'es arrivé à un état qui te convient bien, t'es en paix avec toi-même, avec tes ambitions, avec tes aspirations artistiques aussi, mais que les 10 dernières années ont été particulièrement compliquées. Alors, raconte-nous un peu. Bon, ça a été compliqué. Je pense que c'était le choc culturel. Je pense que je n'étais pas préparée à la différence d'esprit en termes de sécurité, de finances. J'étais pas préparée à de telles sommes d'argent. J'étais pas préparée au fait que la santé c'est un luxe, l'éducation c'est un luxe. Donc si tu veux, voilà, c'est une série de chocs culturels qui était un mélange très atypique et surtout très extrême. C'est-à-dire que je vivais le meilleur de ma carrière musicale parce que je rencontrais les musiciens les plus inspirants que j'avais jamais rencontrés. Je me découvrais en tant qu'auteur-compositeur. J'ai commencé à jouer dans des clubs de jazz qui avaient une certaine notoriété en tant que musicienne de jazz, qui pour moi me semblait être un rêve qui allait se réaliser, mais peut-être encore 10 ans ou 20 ans plus tard, tu vois. Donc, il y avait des moments de grâce, pas des miracles, mais en tout cas des moments d'extase absolue, en quelque sorte. Et en même temps, la réalité de la vie new-yorkaise, où tout est monstrueusement plus cher, où j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes dentaires, mais j'avais pas assez d'argent pour retourner en France, ou alors ça valait pas le coup parce qu'il y avait plusieurs visites, enfin, où je me suis posé des questions, je me suis jamais posée en France, tu vois, de me dire, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour rester en vie? Mais oui, tu vois, parce que dans un contexte où pas de famille autour de moi, alors oui, j'ai été accompagnée, mais pour diverses raisons, mon conjoint au début n'a pas forcément été un soutien de cet ordre-là. C'était un soutien, évidemment, un soutien humain, mais bon. Parce que t'es pas partie toute seule, c'est ça que tu veux dire? Je suis partie toute seule, mais j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas américain non plus et que j'ai coopté, en fait, qui a plutôt été indépendant pendant les premières années. Donc, être musicienne, quand tu refais ta carrière à zéro, quand t'as pas de soutien familial, je cumulais beaucoup de choses. Et en plus, il fallait que je prenne soin de quelqu'un.
Alors, tant mieux, c'était pas un enfant, parce que moi, je me serais vraiment sentie extrêmement coupable. Donc, on était 2 adultes à décider de vivre dans cette vie un petit peu difficile. Et puis, on s'en est sortis. Mais si tu veux, c'était, visa après visa. J'ai connu des périodes où je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées en France. Savoir si on allait manger, si on allait pouvoir payer le loyer. Et pourquoi tu restais malgré tout, alors si la vie était si compliquée ? Mais parce que l'idée... J'imagine que tu avais quelque chose ça t'apportait aussi beaucoup de choses à côté. Mais c'est complètement ça. C'était que, si tu veux, ce que je vivais musicalement et artistiquement, et cette vision que j'avais eue, quand Laurent m'a dit cette phrase-là, tu devrais étudier le jazz, tu devrais partir aux États-Unis, etc., et faire ton propre groupe, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une feuille de papier et j'ai dit, si j'avais aucun frein financier, émotionnel, si j'avais aucune peur, si je pensais vraiment que tout était possible, quelle serait ma vie idéale ? Et je l'avais mis sur un bout de papier. Et ce qui était vraiment troublant dans les premières années à New York, c'est que tout se réalisait, mais en même temps, ça avait un prix démesuré. Ça avait un prix d'emmener mon compagnon de vie dans des zones de désespoir que moi-même, j'avais pas envie de vivre. T'as encore moins envie d'emmener ton conjoint dedans. De te retrouver en précarité alors que c'est ton propre choix. Tu dis, mais tu peux pas vraiment... Pourquoi je fais ça ? Mais oui. Ouais. Et puis surtout, tu peux pas forcément partager ça parce que les gens te disent, à raison, t'es pas une victime, c'est toi qui as voulu faire ça. Ouais, mais tu peux quand même galérer, tu peux quand même avoir du soutien. Oui, mais en même temps, j'avais autant de jalousie parce que j'osais dire, j'ai un rêve en tête et je vais aller au bout de ce rêve-là. Et les gens en France qui restaient, qui me voyaient comme ça partir, me disaient, mais te plains pas, en quelque sorte, c'est déjà exceptionnel que tu puisses réaliser ton rêve, nous on le fait pas. Nous, on reste dans nos vies, nous, on reste dans nos cases, nous, on est adultes, nous aussi, on aimerait s'amuser. Mais sauf que j'essayais de dire aux gens, en fait, je suis pas là pour m'amuser, je suis là parce que je sens que j'ai quelque chose d'important à faire. T'as un décalage aussi qui s'est créé, finalement, avec l'entourage qui restait. Ouais. Enfin, tu l'as trouvé où, ton réconfort, en fait, à ce moment-là ? Parce que du coup... Dans la musique ? Si on te dit... Ouais, c'est ça. Parce que si on te dit, en France, te plains pas, tu fais un truc cool... T'es là parce que tu l'as décidé. Sur place, je sais pas, alors t'avais ton conjoint, mais j'imagine que ça a dû être une sacrée traversée du désert, quoi, de pas pouvoir exprimer ce désarroi, ce désespoir, ces émotions hyper fortes. Et tu t'es plongée encore plus finalement dans la musique à ce moment-là ? Complètement. Ouais, je me suis dit... En fait, il y avait de moins en moins de choses qui faisaient sens. Ouais. Ça devenait vraiment un peu bordélique. Je sais pas si on peut le dire. Tu pourras le laisser ce mot-là. Oui, c'est bon. Très bien. Ça devenait très brouillon. Et puis, oui, il y a de la culpabilité par rapport à mon conjoint, mais en même temps, c'est un adulte, donc il pouvait aussi repartir, tu vois. Mais oui, des questions effectivement de fond. Pourquoi est-ce qu'on est vivant ? Qu'est-ce qui nous rend vraiment vivants ? Et la réponse à ça, même avec les problèmes de santé, même avec la culpabilité de mettre mon conjoint, en tout cas de ne pas pouvoir proposer autre chose à mon conjoint que ces difficultés-là et ces obstacles-là, j'avais l'impression, en tout cas, et j'ai toujours l'impression, maintenant que j'ai passé la barrière, maintenant que j'ai passé l'obstacle, je me dis, oui, c'était ça ce que j'étais venue créer, et c'est ça ce que je vais continuer à créer à partir de maintenant, mais en fait, il y a pas de jugement à ça. Je me suis sentie appelée à le faire. Je te dis pas que ça va révolutionner le monde musical. Je dis juste que parfois, on a en soi une petite voix qui te donne pas le choix, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Je peux pas le dire comme ça. Donc, t'as ce feu qui continue de brûler et qui te dit, il faut y aller. Oui, c'est-à-dire que... il faut continuer. Et encore une fois, c'est vrai que, comme j'ai parlé de la mort de ma mère... j'espère que tes auditeurs vont pas se dire, ah là, mais elle est omnibulée par la mort. Je suis absolument pas omnibulée par la mort. Simplement, je me dis, quand je crée des chansons ou quand je fais des concerts, etc., je regarde après le concert, je vois la joie que ça peut faire, la connexion que ça peut créer. Et je me dis, je pourrais mourir la semaine prochaine ou dans un mois ou dans 6 mois. J'aurais laissé une trace qui me convient, en fait. C'est une trace avec un peu plus de tendresse, un peu plus de douceur, un peu plus de
d'écoute, d'empathie, et je suis contente que ça survive à mon expérience humaine en quelque sorte. Et alors, comment est-ce que justement cette situation s'est démêlée en fait? Tu disais que tu as découvert le cabaret? Ouais, parce que dans le cabaret, si tu veux, le tragique et le sublime coexistent complètement. Et tout est expliqué sous le prisme de la farce et de l'exagération. Les vilains sont des anges déguisés, les personnes sages sont des crapules que tu vas découvrir un peu plus tard. Enfin, en quelque sorte, je me dis que le cabaret, c'est la transcription la plus précise de l'existence, parce que de la vie, quoi. Oui, ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment Parce qu'on ça. n'est jamais qu'une chose, c'est ça que tu veux dire ou... Oui, déjà, exactement. Je pense que chaque situation contient de la grâce et du chaos en même temps. Et que et c'est un peu une présentation que j'avais fait d'une des pistes de mon album quand j'avais fait la présentation au Cutting Room en mars dernier, le 3 mars dernier. Il y a une chanson qui s'appelle Saudade, qui est un mot portugais qui veut dire la nostalgie de là d'où on vient, en fait, de notre origine. Ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que la vie, en fait, c'est un... Bien naviguer dans la vie, en tout cas, la solution que j'ai trouvée pour moi, c'est d'imaginer que je suis comme une funambule sur un fil, toujours entre tout ce qu'il y a de plus gracieux et magique et tout ce qu'il y a de plus chaotique. Et à chaque instant, en fait, on balance vraiment entre les deux. Et finalement, je confronte ça, en fait, aux États-Unis plus qu'en France, parce qu'en France, je trouve que la vie que j'avais, en tout cas, était beaucoup plus confortable. Elle était beaucoup plus normée, elle est beaucoup plus balisée. Il y a beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de structure. Et aux États-Unis, et je trouve, en tout cas, à New York, de l'expérience que j'ai eue, on est constamment dans les extrêmes. Mais c'est là que je me sens la plus vivante, en quelque sorte. Et dans le cabaret, je trouve que c'est l'expression la plus adéquate et la plus précise, en fait, de cette perception que j'ai de la vie. Donc c'est pour ça que je dis dans la présentation que la vie m'a présenté le cabaret et que le cabaret m'a permis de faire du sens à cette vie chaotique. Parce que je peux dire que j'ai une des enfances les plus confortables qui soient, et en même temps les plus... Difficile. Ah ouais... C'est le nom anglais qui me vient le plus. Le mot anglais qui me vient, c'est confusing. Déstabilisante. Sans dire que ma vie, c'était American Beauty, le film American Beauty, mais j'ai vraiment retrouvé cette complexité-là dans le film American Beauty, où tu as vraiment l'impression que le vernis, l'image extérieure est absolument immaculée. Ouais. Et dès que tu commences à gratter un petit peu voilà. Donc du coup, voilà. En fait, tout ce parcours de vie qui paraît sans dessus-dessous et un peu chaotique et avec des grands sauts dans le vide et tout ça, je regarde en arrière et je me dis, je me sens à la bonne place. Les musiciens que je devais rencontrer dans cette vie, encore une fois, je suis pas malade et tout va bien et je compte vivre très longtemps, mais les musiciens que je voulais rencontrer dans cette vie, ils étaient à New York. C'est les musiciens avec lesquels je joue maintenant. Ça m'a pris 9 ans de faire cet album-là, mais en même temps, encore une fois, il fallait toutes ces années-là pour que je les rencontre. Donc en fait, tout s'est mis en place. Je voudrais juste partager mon histoire parce que pendant très longtemps, tu vois, à 20 ans, 30 ans, même des débuts de la quarantaine, je me disais, mais en fait, ma vie va jamais commencer. Ah ouais. Et là, je te parle à 46 ans, c'est pas une histoire comme mon album est sorti, c'est pas une histoire que je vais peut-être recevoir après. J'espère que je vais le recevoir parce que là, mais on croise les doigts. Je suis tellement que je vais le recevoir. Bon, je suis nommée au moins. Mais c'est pas le fait que je joue à Birdland, c'est pas le fait que je recommence à être actrice et que j'ai un tiers du pied dans l'union, que je commence à faire des workshops et qui commence à bien marcher en entreprise. Et c'est vraiment pas ça. Ça, c'est du superficiel. C'est qu'en fait, je pense que j'avais tout ce trajet-là, tout était nécessaire, il y avait toutes les petites pièces du puzzle. Et
Tout ce que j'aimerais, c'est que ce genre de parcours, il inspire d'autres personnes à être patients. Parce que, oui, les succès tardifs arrivent, et ils sont pas tardifs, ils sont pas si tardifs que ça. C'est parfois, ça s'aligne, parfois ça fait du sens, parfois le puzzle, tu arrives enfin à voir l'image complète. Parce que tu avais besoin de toutes ces petites pièces-là. Et notre société, elle nous pousse à nous sentir coupables ou en tout cas en échec si on n'a pas ça à 25, à 30 ou même à 35, et surtout pour les femmes, parce que c'est tellement en lien avec la fertilité, le fait d'être maman, le fait de créer. Enfin, je trouve en tout cas que les femmes sont en train de se sortir de cette injonction de créer avant un certain âge, tu vois. De procréer, tu dis. Oui, de procréer, mais de procréer et de créer de manière générale. Tu vois que nous, on aurait une date de péremption. D'ailleurs, pardon de le dire, mais oui, elle arrive plus ou moins à cet âge-là, tu vois, vers 45 ans, quoi. Tu vois, 45, 5 ans, 50, comme si, à partir du moment où on n'était plus fertile, en tout cas dans l'imaginaire collectif, on ne savait plus rien, quoi. Et moi, je sais que si je devais reparler à mon moi de 20 ans, de 30 ans, de 35, de 40, même presque, j'ai envie de dire, l'année dernière, je voudrais me retourner vers ces versions plus jeunes de moi en disant, mais c'est le bon timing, c'est la bonne séquence. T'as pas à essayer de faire plus vite, t'as pas à ralentir. Le temps joue en ta faveur. Le temps joue en ta faveur parce que tu cumules les expériences, parce que tu apprends relationnellement, parce que tu te connais de mieux en mieux, parce que tu apprends à définir tes besoins, tu apprends à définir ce qui fait vraiment du sens pour toi, tu apprends à accueillir vraiment l'essentiel. Et c'est là que tu vas pouvoir partager, donner le meilleur de toi-même. Voilà. Donc j'espère juste que mon histoire va donner un petit peu plus de patience à des créatifs. Take a chance to let things bloom with a smile and the moon in mind. Et du coup, ton quotidien ressemble à quoi alors aujourd'hui ? Parce que tu nous dis que ça va, oui. Tu nous as dit vite fait quels étaient tes titres, j'ai envie de dire, mais finalement, ça nous dit pas grand-chose de ton quotidien. Alors, mon quotidien... alors, comment... je peux donner un petit peu, je sais pas, mon emploi du temps. Le matin, comme je considère la performance ou mes activités de scène comme une activité sportive, je fais attention à être dans la bonne énergie, être très flexible. Enfin, je fais attention physiquement à être en forme, dans le sens à avoir le maximum d'énergie disponible. Et comment tu fais ça, là ? C'est soit du sport, soit de la gym, de la corde à sauter, des étirements, du yoga, un programme de sport, ça peut être de la danse, ça peut être plein de choses, de la méditation évidemment, du journaling, prévoir mes journées, parce que depuis que je suis arrivée aux États-Unis, je me suis découvert pas une passion, en tout cas une nécessité d'être entrepreneur. C'est-à-dire que mon activité musicale, c'est une entreprise. C'est pareil en France, je m'étais jamais posé la question, et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça m'a appris ce côté-là, et c'est un côté qui me plaît beaucoup. Donc ensuite, il y a mon entraînement, parce que malgré tout, j'ai quand même 2 instruments, j'ai la voix et la harpe. Ensuite, il y a toute une part de communication, tu connais certainement par rapport aux social media, de faire du contenu, répondre aux mails, parce que les mails ils arrivent toute la journée, ou les coups de fil ils arrivent toute la journée, donc c'est bien d'avoir juste un créneau horaire, comme ça je passe pas ma journée derrière mon ordinateur ou au téléphone. Et puis ensuite, y a une partie de développement du business, et encore une fois, c'est en tant que musicienne, mais aussi en tant que coach et en tant qu'actrice.
Et puis il y a une partie créative aussi. Je me laisse du temps dans la journée pour continuer à écrire des chansons, imaginer des collaborations. Voilà. Et puis le soir, il y a de l'administratif. Après, ça varie évidemment, mais en tout cas. Et tu es sur scène aussi ? Oui, bien sûr. Oui. Et Là, je te parle des journées où je ne travaille pas, entre guillemets. D'accord. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller t'écouter ? Là, au moment où on enregistre l'épisode, c'est pas encore complètement fait, mais je vais être liée aux événements d'ouverture des JO, en fait, avec l'ONU. Ça ouais, encore. Là, au moment où on enregistre, je peux pas te donner plus d'informations. T'as pas tous les détails ? Voilà. Ok. Bon, mais c'est en tout cas en préparation. Et surtout, la date la plus immédiate, ça va être Birdland le 11 juillet prochain. C'est quoi Birdland alors pour les gens qui sont pas new-yorkais ? Donc je vais jouer le 11 juillet prochain dans un club de jazz qui s'appelle Birdland Jazz Club. Et c'est un club de jazz qui a une renommée internationale parce que y a beaucoup d'artistes de tous les pays qui y passent. Je trouve en tout cas que c'est le bon mélange entre le club touristique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que la programmation est très variée. Donc si on veut écouter un concert de musique, que ce soit du jazz pur, plutôt de la soul music, un peu plus funk, un peu plus blues, un peu plus trad, etc. On peut vraiment trouver des choses très variées et trouver chaussures à son pied. Mais en même temps, et ce que j'apprécie beaucoup chez Gianni, c'est qu'à la fois, évidemment, c'est un businessman, donc il doit garantir des figures, des personnes assez déjà exposées et ancré dans le métier pour remplir la salle, mais aussi, et il est encore très généreux et très ouvert aux artistes montants comme moi en construction. Et donc du coup, j'ai des dates régulièrement là-bas, ce qui me fait extrêmement plaisir. Ah bah c'est génial. Voilà. Super. Et écoute, on aura beaucoup de plaisir à regarder tout ça, à suivre tout ça. On mettra aussi un lien vers, je sais pas si tu as un site internet ou une présence sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que tu as un compte Instagram, par exemple, pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas dans le même coin que Margot, aller écouter son travail. Merci infiniment, Margot. Merci Anne-Fleur, merci à toi. Une excellente continuation. Et puis voilà, on aura beaucoup de plaisir à suivre la suite en tout cas. Et puis bravo pour ton parcours, bravo pour ta détermination et merci, comme tu le dis en fait, je pense de revenir sur le fait que le prime time des femmes en général n'apparaît pas par magie que entre 20 et 30 ans et tant mieux. Oui, je pense que les femmes ont beaucoup plus à offrir que simplement leur fraîcheur et leur jeunesse. C'est ce que je suis en train de dire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Fleur en tout cas. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Margot Sergent pour ce chouette moment passé ensemble et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous donner des étoiles ou encore à laisser des petits mots, ça compte énormément, alors merci d'avance. La semaine prochaine, on met le cap sur Montréal et on part à la rencontre de Sabrina. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Ce que j'ai aimé dans la vie ici, c'est que je la trouvais simple, dans le sens où j'ai l'impression qu'à Montréal, en gros, je pouvais être qui je voulais, et pas que ce qu'on attendait que je sois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.